Hello! Eh bien, me revoilà pour un petit épisode de vlog Hugues. Je pense que ça va être le deuxième dans la série. Donc voilà, dans ces petits moments de petits plaisirs et de style de vie qui fait qu'on se sent bien. Pour moi, la lecture, lire un bon livre, c'est quelque chose de super important, d'essentiel même. Du coup, je m'étais dit que ce serait la parfaite occasion, parfaite opportunité de faire ce tag tricot lecture. Que nous a proposé il y a de ça au moins 6 mois, hein, je pense, pas loin. Aurélie de Knit and Read, la chaîne YouTube Knit and Read. Donc voilà, en plus ça me rassure, je ne suis pas la seule à reprendre ce tag tricot lecture un peu des mois et des mois après l'original, mais bon, l'important c'est d'être là et de partager des références et des choses qu'on aime. Le principe du tricot lecture, c'est donc quelques catégories. Il y en a combien? Une vingtaine? Ouais. 20 catégories qui ont en commun une technique, un terme tricot avec un thème livre. Et voilà, donc oui, moi j'aime bien la lecture. Je vais revenir à, je pense, mon histoire de lectrice au fur et à mesure que je vous présente quelques bouquins, mais dans le concept Hugues, moi j'aime beaucoup lire le matin quand je me lève. Je vais faire mon petit thé et je vais me poser sur mon canapé. C'est calme, en général je me lève quand même assez tôt normal quoi, genre en général vers les 7h j'ai une petite bougnette qui vient me réclamer avec ses petits ronrons. Si j'ai de la chance, moins de ronrons si j'ai pas de chance, dans la tête, qui à 7h du matin vient me réclamer son petit déjeuner. Donc oui, en général je vais nourrir la bougnette et puis après je vais me faire monter et j'aime bien me poser avant qu'il y ait trop de bruit dans la rue ou enfin voilà, si c'est l'été, j'aime encore mieux me poser dans la cour derrière, emmitouflée, enfin l'été, qui fait un peu beau et pas très très froid, m'emmitoufler dans de la laine et me poser dehors à la fraîche. Bref, j'aime aussi lire le soir pour m'endormir, mais en général je vais lire 4 pages et j'ai les yeux qui se ferment tout seuls. En vacances, c'est un autre délire, j'aime bien, ouais, comme j'aime bien faire la coupure de la routine de tous les jours, il y a des temps, là surtout cette année, j'ai fait pas mal ça. Cette année ou l'année dernière? Non, ça devait être cette année au final, qu'on est allé à... Ouais, cet été, où au final j'ai favorisé les après-midi lecture aux après-midi tricot. Donc voilà. Sur ce on va partir hein, parce que 20 catégories, si je commence à blablater pour ne rien dire, on va jamais s'en sortir. Donc voilà, j'ai ma pile de bouquins à vous présenter, j'ai la liste avec mes petites notes, mon thé, encore le thé vert chai qui est là. Juste avant, petit point tricot, vraiment tricot. Les tricots doudous du jour, c'est mon Farmhouse Cardigan de Amy Christophers que je vous ai présenté, un projet fini récent. Je vous l'ai présenté dans l'épisode 16 du podcast. Mon châle, c'est le Sunwalker de Mélanie Berg que j'ai tricoté il y a vraiment plein d'années. Il faudrait que je lui donne un coup de rasoir. Une laine 100% mérinos d'une marque américaine, Swan Islands.
en couleur beetroot, betterave. Je crois que c'est de la teinture naturelle, c'est sûr il y a de l'indigo dedans, je me rappelle avoir eu les doigts bleus en la tricotant. Bon, je vous mets les petites références dans la boîte de description en dessous de cette vidéo, ainsi que toutes les références littéraires bien sûr. Parce que moi j'aime bien, en regardant les tricots, les tags tricot lecture d'autres podcasts sur YouTube, j'ai noté quelques petites références que j'espère pouvoir lire un de ces quatre. Voilà. Ok, alors le première catégorie, aiguille circulaire, un cycle ou une série que tu as aimé. J'en lis hein, des séries et des cycles, ça m'arrive. En général, ça va être beaucoup en hiver, j'aime bien. Alors oui, déjà, petit point, il y a beaucoup de mes références livres qui en fait vont, qui pourraient s'interposer dans plein de catégories. Donc notamment voilà, les séries et les cycles, moi j'aime beaucoup lire ça en hiver parce que j'aime bien me plonger vraiment dans un autre univers, je sais pas, c'est un truc que j'ai, me plonger dans un univers particulier et donc oui, j'en ai lu quelques-unes. Donc bah oui, forcément j'ai lu les Harry Potter, j'ai lu A Song of Ice and Fire, donc le Trône de Fer. J'ai lu oui, alors j'ai lu forcément Le Seigneur des Anneaux et tout ça, les Tolkien, mais ça j'en reparle un peu plus tard. Les Narnia, je sais, ben la Ige premier du nom, je vous ai parlé de À la croisée des mondes, His Dark Materials. La deuxième série, The Book of Dust, le livre de la poussière, alors je sais pas comment ils traduisent Dust. Book of Dust, une deuxième trilogie de Philippe Pullman, on en est à 2 tomes. Le troisième devrait, je pense, sortir l'année prochaine, donc du coup il y a des chances que l'hiver prochain je me tape tous les 3. J'ai pas encore lu les 2 premiers parce que j'ai envie de faire ça d'un bloc, voilà. Donc oui, oh petit chat, j'ai un petit chat qui vient faire un câlin doux et qui s'en va. Bon. Donc oui, et en fait là peut-être le cycle, la série la plus récente auquel je me suis attaquée et que j'adore, donc je vais vous parler de celle-là. C'est Ursula Le Guin, en anglais c'est The Earth Sea, en français c'est le cycle de Terre-Mer. Ce volume comprend les 4 romans, 4 premiers romans du cycle Terre-Mer. Cycle Terre-Mer comprend aussi des nouvelles et un recueil de contes. Enfin, c'est assez fleuri, mais il y a vraiment, enfin là pour le coup c'est les 4 romans. Le cycle Terre-Mer c'est du fantastique. Ursula Le Guin est connue pour une auteure que j'adore. C'est respect, je la surkiffe. Elle est beaucoup connue pour sa science-fiction très pointue et bon, pour le cycle des Terre-Mer et plein d'autres volumes, elle a été très prolifique. Donc le cycle des Terre-Mer c'est du fantastique, ça se passe dans un monde Terre-Mer quoi, où en fait il y a beaucoup d'eau et en fait les pays, le monde c'est sur des îles plus ou moins grandes. Et où la magie est donc présente. Donc oui, il y a des sorciers, il y a de l'école de sorciers, il y a des dragons, mais ça tombe jamais dans le cucu en fait. Ça tombe jamais dans le fantasy sorcier dragon pour enfants. Chacun de ces 4 livres en fait a pour fil de trame un thème
plus profond. Alors sans vouloir vous dévoiler toute l'histoire, hein, parce que forcément dès qu'on découvre le thème, et il y a tout qui prend sens, c'est vraiment très très bien. Je vais peut-être vous dévoiler à la limite le fil de train parce que c'est le plus évident et parce que c'est celui des 4 bouquins que j'ai moins aimé. C'est le 3e livre des 4, c'est l'ultime rivage, où en fait le fil conducteur, le thème conducteur est la découverte de soi et de ses responsabilités, et voilà, donc on a un prince au début. Le fil commun de Terre-Mère, en fait, c'est ses personnages principaux. C'est pas forcément, ça se suit pas forcément de manière linéaire, mais on retrouve les mêmes personnages, et en fait dans ces romans, on nous les introduit, on nous les présente au fur et à mesure. Et dans le 3e, on nous introduit le prince qui va devenir roi, et en fait c'est avec le sorcier qu'on nous présente dans le 1er livre, qui est vraiment le personnage principal qu'on trouve tout le temps. Ils vont, donc ça va être leur jour, peut-être voyage initiatique, voilà, en fait, voilà, c'est le mot que je cherche. Donc, mais autant les autres livres ont toujours un thème vraiment, et voilà, et c'est super bien écrit. Voilà, j'adore. Ensuite, 2 aiguille droite, une lecture scolaire que tu as aimée. Alors moi je fais partie de, j'essaie de mettre, voilà, comme ça, je fais partie de l'équipe qui s'est coupée complètement du monde de la lecture, arrivé le collège, on va dire, collège et lycée, où on nous imposait des lectures mais on ne nous les vendait pas du tout, en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de professeurs de français qui sachent, qui engagent leurs élèves et étudiants à aimer la littérature. Moi ça n'a pas été mon cas, vraiment. Comment vous dire, un peu allergique au Zola, du coup. Zola et Malraux, c'est pas mon kiff, on me les a pas, voilà, il faut lire. On m'a pas dit, on m'a pas vendu ça vraiment bien. Donc oui, pendant des années, j'ai pas lu, ou très très peu. Sauf que, en seconde, je pense par trimestre, on nous proposait, notre prof de français nous proposait une sélection de 2-3 bouquins autour d'un thème, et donc il fallait lire un des livres, et du coup en faire une présentation, machin, patin couffin. Et là, alors je ne sais plus le thème où c'est arrivé, hein, ce genre de choses, ça devait être un truc de froid, je pense. Je pense qu'il se passait ambiance polaire. Oui, voilà, en seconde, j'ai lu peut-être le seul livre que j'ai surkiffé, qui a sauvé mon espoir de lecture de ma scolarité et de mes années lycée, La Nuit des Temps de Barjavel. Parmi tous ces livres que je n'ai pas supporté, que je n'ai jamais pu lire, qui me... voilà. Il y a peut-être un de mes livres préférés, un auteur que j'adore, dont j'ai lu d'autres livres après. La Nuit des Temps de Barjavel. On le présente plus. Voilà. Je pense qu'il est... à 80% des tags tricolecture, il y a La Nuit des Temps de Barjavel. Donc une expédition polaire où ils vont découvrir une espèce de grosse boule capsule où il y a des corps congelés, enfin cryogénisés, on va dire, en matière plus scientifique, et du coup
Et voilà, c'est l'histoire de ça, et c'est de la science-fiction, et c'est de l'histoire d'amour, et ça doit être le premier livre où j'ai pleuré comme une madeleine à la fin du bouquin, et ça ne rate jamais, je l'ai relu au moins 1 ou 2 fois après, et je pleure toujours. C'est beau. Ensuite, Anneau marqueur, ton marque-page préféré. Moi je suis pas très marque-page, en général j'utilise une carte postale sympa. Pendant longtemps j'avais vraiment ma carte postale fétiche d'amour que j'aime, que j'avais trouvée aux États-Unis dans une boutique de laine d'ailleurs, où c'était un monsieur barbu qui tricotait, portait un pull dans un bus où les sièges, dans le siège, le pull et son tricot c'était le même motif, genre un peu trompe-l'œil comme ça, c'est sympa. Seulement que je l'avais, forcément il marquait sa page dans un livre que je ne sais plus, le titre en français m'échappe complètement, mais bon, j'ai oublié le livre dans un Airbnb l'été dernier, du coup mon marque-page avec Airbnb pas cool qui ne m'a jamais contacté pour me dire que j'avais paumé mon livre, enfin bref. Du coup en ce moment c'est une carte que j'ai achetée à Marseille, des gains, voilà, c'est marseillesometimes.com. Une petite boutique, voilà, c'est mon marque-page du moment. Ensuite, bonnet, un livre qui t'a fait réfléchir. Pour le coup j'ai beaucoup réfléchi à quel livre elle me faisait réfléchir. Je bois un petit coup de thé. En fait, je pense que en soi, la plupart des livres que je vais lire vont me faire réfléchir plus ou moins. Va y avoir toujours un aspect historique ou un aspect de réflexion qui vont me faire penser, tergiverser et tout ça. Et en fait, pour ce tag tricot lecture, je pense que la réponse à ma question, un livre qui me fait réfléchir, c'est plutôt un genre. Ce genre, c'est la science-fiction. Je suis une grosse fan de science-fiction. Alors je suis loin d'avoir lu tout ce qui est de science-fiction, à savoir que oui, c'est peut-être un genre que je favorise, mais j'aime aussi les autres trucs, donc en général j'essaye d'alterner. Enfin voilà, je me force à alterner, j'aime pas. Après c'est vrai qu'en général, justement, en général, quand je lis un bouquin de science-fiction, il y a un bon livre de science-fiction qui m'a fait bien cogiter, je ne peux pas réenchaîner sur un autre livre de science-fiction dans un univers différent avec d'autres problématiques et d'autres trucs à réfléchir. Donc oui, la science-fiction, surtout la science-fiction d'anticipation et la science-fiction dystopique. Dystopienne, dystopique, le contraire d'utopique. Parce que rien que l'idée de bouquins qui ont été écrits au début du XXe siècle, quand tu le lis maintenant dans les années 2000 et qui te parlent de trucs qui sont là dans les années 2000, déjà ça me fait c'est un truc d'alu total, et c'est fou quoi, parce que du coup après bien sûr certains vont encore extrapoler au-delà du point où on en est là, et on se dit ouais bah oui on y arrive, et c'est écrit noir sur blanc par des gens complètement visionnaires, clairement, et on y va tout droit. Donc la petite sélection vite fait que je vous ai pris, voilà, du Barjavel, Ravage. Ravage, c'est un peu la grosse claque dans ta tête quoi, niveau anticipation. Moi j'ai beaucoup ri quand il parle des vêtements qui s'attachent. En fait il n'y a pas de couture, c'est tout aimanté, mais
Et c'est écrit à l'entre-deux-guerres, quoi, je crois. Non, publié en 1943, pardon. Bon, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Non, mais en 1943, il parlait déjà de vêtements qui s'aimantent, quoi. Je pense on connaît tous les vestes, du moins, où tu vas voir les petits aimants qui ferment, quoi. C'est un truc de malade. Alors, bien sûr, Le meilleur des mondes de Huxley et 1984 de Orwell. Big Brother is watching you. Donc voilà, ces genres de bouquins. Après, oui, je vous dis que je ne les ai pas tous lus. Il faudrait quand même que je lise ces 4. La Servante écarlate, par exemple, de Margaret Atwood. Récemment, j'ai lu, et alors là, le titre en français, je vous le mettrai dans les commentaires en bas parce que bien que j'ai un truc où j'ai pas bien préparé. Parable of the Sower, il y en a un deuxième tome de Octavia E. Butler qui parle voilà, du clash des quartiers. Ça se passe dans la banlieue de Los Angeles et en fait c'est un peu le clash des quartiers fois 10 000. C'est très bien aussi, donc c'est oui, et en fait en extrapolant certaines choses qui se passaient à leur époque, au final, ben ouais, c'est ce qui se passe maintenant et c'est quand même assez hallucinant, où on voit ce qui pourrait se passer après et qui apparemment va se passer parce que moi je trouve que les hommes politiques ils devraient lire plus de science-fiction, hein, clairement, voilà. Ok. Brioche, un livre que tu as lu au moins 2 fois. Alors là, il y en a pas mal, hein, mais je pense que je vais attaquer sur les Tolkien, donc le Hobbit et la trilogie du Seigneur des Anneaux. Je les ai tous lus une première fois en français. Ma trilogie Seigneur des Anneaux, je l'ai offerte à ma sœur pour qu'elle lise à ses enfants. Moi, je m'étais déjà racheté la trilogie en anglais que j'ai relu et relu. Pareil pour le Hobbit. C'est limite maintenant le Seigneur des Anneaux. Je pense que je le connais vraiment tellement bien que quand j'ai envie d'aller faire un petit tour à Terre du Milieu, en fait, je vais lire que un bout. Pour celles et ceux qui ne sont pas familiers avec le Seigneur des Anneaux livre. Donc 3 tomes, chaque tome étant 2 parties. Donc oui, donc quand j'ai envie de me plonger, ben je pense, je me demande si j'en suis pas... dernière fois que j'ai commencé à le relire, je me suis arrêtée donc à la fin du premier livre des 2 tours. Donc voilà, si je reprends, je peux reprendre là où je me suis arrêtée. Voilà, j'ai tellement lu. Next. Dentelle, un livre classique. Alors là, j'ai décidé de partir sur du classique british. Au final, du classique british. Et je suis partie sur du Jane Austen, Raison et Sentiment. J'adore Raison et Sentiment. C'est mon livre chouchou d'amour. Il a été écrit quand? D'ailleurs, est-ce que c'est écrit? On s'en fout. Ah, voilà. Oxford, blablabla. Bla, bla. Non mais... Je sais pas, j'ai envie de savoir si c'est de l'époque victorienne ou pas. Je pense que c'est... Ouais, non, c'est bien avant. C'est au début des années 1800, début du 19e siècle. Donc c'est genre une bonne vingtaine d'années avant l'époque victorienne. Raison et Sentiment.
L'histoire d'une famille, notamment de 4 sœurs, je ne sais plus combien elles sont, qui se retrouvent pauvres au final. Elles habitent voilà, dans une belle maison, manoir, machin, tout ça. Elles se retrouvent sans trop de sous, donc elles déménagent dans un petit cottage. Mais voilà, puis il y a les histoires d'amour, forcément, c'est du Jane Austen, donc c'est un peu des histoires de mondanité de l'époque. Mais j'aime beaucoup. Déjà j'aime l'ambiance du cottage en fait, déjà de Raison et Sentiment, côté campagne, et je trouve que les personnages sont quand même plus intéressants, c'est plus drôle que Orgueil et Préjugés. Moi je suis la team Raison et Sentiment. Ok, je fais une petite pause pour la caméra. Détricoter un livre que tu n'as pas pu finir. The Once and Future King de T.H. White. En français, c'est une série d'ailleurs. Voilà. C'est La Quête du roi Arthur. Alors je ne pense pas que ce soit archi connu T.H. White en France. Ou côté francophone en tant que livre, mais vous allez tout de suite voir de quoi je vais vous parler. Le premier des livres de cette série, qui est The Sword in the Stone, a été adapté par Disney en français sous le titre de Merlin l'Enchanteur. Voilà. Donc oui, avec Merlin qui arrive du futur en maillot de bain, et Archimède, le hibou qui parle, et voilà. Tout ça, le petit roi Arthur qui va se transformer en petits oiseaux, tout ça. C'est là. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai essayé de le lire au moins 2-3 fois et je bloque. J'ai même pas fini le premier livre, j'ai même pas fini la partie Merlin l'Enchanteur, alors que je la connais l'histoire, pas de problème quoi, elle est super cette histoire. Je ne sais pas. Alors je sais pas, est-ce que j'ai toujours essayé de le lire, mon anglais n'était pas au top, c'est pas non plus super méga compliqué quoi, je veux dire... Voilà, faudrait que je m'y attelle. En même temps, ils sont quand même... déjà, en soi, c'est un pavé, mais le premier, il est pavé, quoi. Hop. Voilà. Le premier livre, il fait quand même 200 pages. Ouais, bon, bref. Je ne sais pas. Le blocage niveau lecture sur Merlin l'Enchanteur. Bon, bah, voilà. Ok. Fingering, un livre tout fin tout court. Et alors là, je vais vous le montrer, c'est pas un livre tout fin tout court, on est d'accord, mais ça fait partie du... on peut le trouver tout seul, en tout fin tout court. Moi, je l'ai dans l'anthologie complète de Oscar Wilde. Et le livre en question, c'est Le Fantôme de Canterville. Le Fantôme des Canterville qui fait, je vous ai mis les marque-pages, il fait même pas, il fait 50 pages quoi le machin. Je me rappelle, je me revois petite, je devais avoir une dizaine d'années, 10-11 ans. Et il fait, attendez, je vous mets numéro de page s'il te plaît, voilà, 190, il fait 30 pages. Grosse page comme ça, donc il fait 50 pages en version poche quoi. Oui, je me revois étant petite, 10, 11, 12 ans, dans ma chambre où je m'étais fait un petit coin lecture avec des couvertures par terre, pas loin du chauffage, et avec plein de coussins et toutes mes peluches. Et je m'asseyais, à l'époque où j'étais un peu souple, je m'asseyais en tailleur pendant des heures, le cul par terre. On fait plus ça maintenant.
à lire plein de livres et je me rappelle lire Le Fantôme des Canterville entre autres. Clairement un des bouquins qui a initié, qui a démarré mon amour pour tout ce qui est british quoi, la culture britannique, la littérature et tout ça. Oui, ok, Oscar Wilde est irlandais, ok, ça empêche que c'est considéré comme de la lecture, on va dire anglo-saxonne, voilà. Après, je veux dire, il n'a pas habité très très longtemps en Irlande, hein, Oscar. Le Fantôme des Canterville, énorme, et puis du Oscar Wilde, du grand Oscar Wilde, comment en 50 pages, bon 30 là, enfin, comment en une toute petite nouvelle, on arrive à passer de l'histoire de fantôme à de la comédie, à du romantisme, c'est Oscar Wilde quoi. Là c'est virage à 90 degrés, 180 degrés, demi-tour, et tu changes de genre littéraire en 2 phrases, mais d'une manière que ça coule de source, qui est pareil dans le portrait de Dorian Gray, hein, mais je veux dire, dans Le Fantôme des Canterville, c'est juste... j'adore. Ça fait pas peur du tout, hein. Je vous le dis de suite. Ok, ensuite, alors là, il dit d'ailleurs un auteur peu connu. Et alors là, je me suis quand même beaucoup posé de questions parce que forcément, vu que je suis à lire des livres qui ici vont être très connus, est-ce qu'ils sont connus en France? Et en fait, c'est pour ça que je m'étais partie, je me suis dit, tant qu'à faire, vous faire connaître un livre qui est bien ici et qui est peut-être pas trop fait en France. Et là, donc ouais, je me suis beaucoup posé de questions parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui, dans ma bibliothèque, surtout récemment, qui peut-être n'ont pas encore été traduits ou ne sont pas forcément sortis en poche, blablabla. Et en fait, en ressassant mes livres de science-fiction un peu dystopienne, je suis tombée sur un bouquin qui... j'ai marqué des pages pour quoi faire. Je ne sais pas. Du coup, je suis tombée sur un livre. Je me suis dit, tiens, il est pas récent, hein, je crois qu'il a été publié en 2014. Écrit en... Elle est où la page? C'est ça. Il date de 2014, la version originale en anglais. Et en fait, je suis allée donc... pour toutes les références en français, en fait, des traductions, je suis allée sur le site d'une franchise de librairie en France, dont je ne citerai pas le nom. Et en fait, et là, j'ai découvert que le livre en question que je regardais vient à peine de sortir en poche. Et là, je me dis, moi, je m'étais dit dans ma blague, ouais, très bien, en plus, cette époque de coronavirus, Covid-19, curveball, quoi. Je m'étais dit, ça va être rigolo, super, la référence. Et en fait, je pense que, je sais pas si... Enfin bref, je sais pas pourquoi il ne sort maintenant qu'en poche. Il a été traduit et sorti en version qui coûte cher en 2018. D'après ce que j'ai vu, il vient à peine de sortir en poche. Un truc de malade. Le livre, Station 11, c'est le même titre en anglais, Station 11, de Emily St. John Mandel, auteure canadienne, mais on s'en fout. Et en fait, l'histoire commence dans un théâtre à Toronto où l'acteur principal, il joue le roi Lear de Shakespeare. Et le roi Lear tombe raide mort d'une crise cardiaque. Et en fait, il s'avère que
tous les gens qui vont se retrouver autour de lui au bout de 3 semaines, ils meurent aussi, et que en fait c'est une épidémie d'une sorte de grippe aviaire qu'ils appellent la grippe géorgienne. Et en fait voilà, c'est un peu ça l'histoire. C'est dans les personnes qui, pas forcément proches, hein, mais dans les personnes qui étaient au théâtre, il y avait une petite fille, et en fait on va passer du point zéro de l'épidémie à 20 ans après, on la retrouve, elle, cette petite fille, donc qui est maintenant femme, dans le monde post-grippe géorgienne, si vous voulez. Donc, majorité de la population a été décimée. On réapprend à vivre à la route. C'est d'actualité, comment vous dire. Donc oui, voilà, il vient de sortir en poche en France. Je vous le recommande. C'est très bien écrit, c'est pas compliqué du tout à lire. Franchement, c'est un bon livre, une bonne science-fiction. Ouais. On en est à la moitié, ça va. Lena Chaussette, une lecture idéale pour l'hiver. Alors moi je vous l'ai déjà dit, j'aime bien me plonger dans les séries et tout ça, et les cycles en hiver. Mais là c'est pas ça. J'ai un livre tout seul, je vais vous présenter. Et là encore, est-ce que vous allez pouvoir vraiment le trouver facilement? Je ne sais pas. En France, c'est The Princess Bride de William Goldman. En français, ils ont traduit ça par Princess Bride. On enlève le de. Princess Bride, ça va être plus connu pour le film culte qui a maintenant 30 ans, je crois. Oh non, ouais. Je pense qu'ils ont fait les 25 ans, je me rappelle, le voir au cinéma pour les 25 ans. C'était il y a au moins 2-3 ans. Donc ouais, ça doit être à peu près 30 ans. Princess Bride, c'est un conte, une histoire de princesse et de chevaliers, et de héros et de rois méchants et tout ça, mais d'un drôle. C'est très con, mais c'est génial, c'est vraiment, c'est magnifique. Le film est superbe aussi, hein, je veux dire, c'est culte quoi. Et en fait l'histoire, c'est une histoire dans une histoire. Ça commence avec l'auteur, hein, qui va rendre visite à son petit-fils, je pense. Enfin, du moins dans le livre, c'est le petit-fils. Je ne sais plus si dans le livre aussi. Et donc, le gamin de sa famille, le gamin, il est malade, il est plein de rhume, donc tout ça. Et donc, l'auteur du livre dit je vais te raconter l'histoire de Princess Bride, de Buttercup. Et donc le minot il est genre non mais attends, tu m'as vu quoi, tu vas pas me raconter une histoire de princesse quoi. Et en fait oui, il s'y prend beaucoup parce que c'est énorme. Donc en fait Buttercup, donc bouton d'or en français je pense, elle c'est une princesse ou une noble du moins, et elle tombe en amourette avec le petit fermier ou le fils du fermier du coin, Wesley. Mais bon, bien sûr, ça le fait pas. Et puis au final, Buttercup, elle se fait enlever. Bouton d'or se fait enlever. Et puis le fils du fermier, on n'entend plus parler. Et puis après, il y a des pirates. Et on se demande qui c'est le pirate. Mais c'est très très drôle.
pour celles et ceux qui lisent en anglais assez confortablement, vraiment quoi. Si vous voulez vous poiler, avoir un bon moment cocooning, oui, je pense que The Princess Bride, vous allez le trouver facilement dans les librairies anglo-saxonnes. C'est du cultissime. C'est du cultissime. Ensuite, Mystical, un roman policier. Ben, je vais vous présenter... Alors, je ne lis pas forcément un roman policier. Je vais juste vous présenter le dernier que j'ai lu, que j'ai lu cette année. Kate Atkinson, Big Sky en anglais, en français, c'est traduit sous trois petits tours et puis s'en vont. C'est le personnage principal est Jackson Brody, qui a déjà apparu dans non, c'est le 4e livre où il y a Jackson Brody comme personnage principal des enquêtes, tout ça. Moi, c'était la première fois que je disais un du Kate Atkinson, et donc de ce fait, un livre où Jackson Brody est le personnage principal, ça m'a pas dérangé à la compréhension du livre. Clairement, tu comprends que il y a déjà il y a de l'histoire avec du Jackson Brody, mais c'est voilà, ça fait des petites références par-ci par-là, juste que tu prends conscience que ah ouais, il y a d'autres trucs avant avec Jackson Brody. C'est tout. L'histoire en soi policière, bon bah c'est une histoire policière, voilà quoi. Moi, après c'est bien écrit, c'est bien ficelé, c'est sympa, les personnages sont bien foutus, ouais, non ça va, il y a du drôle. Je l'ai choisi en fait parce qu'il se passe dans le Yorkshire. Voilà. Ça se passe dans le Yorkshire. J'aime bien me lancer, me faire un peu des thématiques quand je choisis mes livres à lire dans l'année. Enfin, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et là, du coup, je m'étais dit, ouais, j'aimerais bien lire des livres qui se passent dans le Yorkshire, quoi. Genre local, auteur local, locaux, localeuse. Donc Kate Atkinson, Big Sky, 3 petits tours et puis s'en vont. Un petit polar sympa. Point texturé, un roman dense et riche. Alors moi, quand on me dit dense et riche, je suis désolée, mais je pense victorien. Les Hauts du Hurlevent, Émilie Brontë. On reste dans le Yorkshire, hein. Voilà. Oui, alors il n'y a pas plus dense et riche pour moi que de la littérature victorienne en VO, qui plus est. Mon Dieu, il est pas gros, hein, mais alors quelle misère à lire. Ah, j'ai galéré, hein, mais c'est très bien. C'est entre je galère à lire parce que le langage est super, entre l'anglais quand même bien soutenu et les dialogues où elle va écrire, où Émilie Brontë va écrire ça comme les gens parlent ici, hein, on va te dire avec l'accent, quand les auteurs écrivent en VO comment les gens parlent avec leur accent à coucher dehors, c'est comme ça. Alors les Hauts du Hurlevent, je pense que la plupart des gens connaissent l'histoire. Donc c'est l'histoire d'amour entre donc Catherine Earnshaw, de base quoi, la meuf, hein, et Heathcliff, un connard fini. C'est un connard fini, hein. On est d'accord. Donc c'est l'histoire d'amour passionnée et extrêmement destructive, hein, autant pour l'un que pour l'autre. Enfin, c'est le tout sous fond de bruyère au plateau du Yorkshire, avec une météo pérave. Mais c'est ça, quoi. Et c'est la beauté, je pense, de la littérature britannique en général, mais surtout pré-victorienne et victorienne, gothique aussi, c'est que niveau description des paysages, bah c'est ça quoi. C'est ça. Moi j'y suis allée au village des Brontë à Haworth, dans le... Et c'est ça quoi, c'est juste ça. Voilà. Donc
Voilà. Un petit thé. Rabattage. Un livre dont la fin t'a laissé sans voix. J'ai un peu galéré à trouver, mais au final, quand j'ai trouvé, j'ai dit mais c'est une évidence totale. On repart dans la science-fiction. Ray Bradbury, Les Chroniques martiennes. Donc Les Chroniques martiennes, c'est un roman, il faudrait que je le relise, je l'ai déjà relu, mais j'adore. C'est un de mes livres préférés et de science-fiction préférés, d'amour que j'aime. Et en fait, c'est donc les Chroniques martiennes, c'est les chapitres en fait sont des petites nouvelles, plus ou moins, il y en a qui font 2 pages, il y en a qui en font 20, enfin voilà quoi. Et en fait, ça part de l'idée d'aller sur Mars. Et ça finit où bah, les gens sont installés sur Mars vraiment. Et en fait, c'est la fin. Et c'est là, c'est enfin, la dernière phrase. Je vais pas vous... Non mais, ouais, non mais la dernière phrase, je viens de la relire. Je vais pas vous la lire, mais c'est c'est énorme. Et c'est encore un truc qui va faire réfléchir à... Tout dépend du point de vue auquel on se place en fait, c'est énorme quoi. Ah je vois de là, ah, j'adore, j'adore. Oui, je vais pas vous dire la fin. Oui, enfin la fin donc oui ça se passe donc sur Mars où les terriens se sont installés sur Mars. Ils sont donc martiens. Voilà. Et c'est toute une question de point de vue et de perspective. Puis la manière dont c'est écrit, les dernières phrases du livre, c'est pof, 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 comme ça. Ensuite, rang de montage, un livre qui t'a harponné dès le départ. Alors, j'ai un livre que j'ai lu très récemment. Akwaeke Emezi, Freshwater en anglais, en français c'était traduit sur le titre d'eau douce. D'après ce que j'ai vu, c'est pas encore sorti en poche. Hein. Le livre est très récent. Vraiment. Il a... voilà. 2018. Ouais, sorti il y a 2 ans chez nous, donc ouais. Énorme, pas très gros. Alors en fait... Moi déjà personnellement j'aime tout ce qui est mythologie. J'aime bien tout ce qui touche à la mythologie, surtout les mythologies anciennes et les mythologies de toutes les civilisations en fait. Hein. J'aime beaucoup, je sais pas, c'est un truc qui m'a toujours plu. D'ailleurs ça me fait penser à Ursula Le Guin avec sa terre-mère. Dans le genre, là aussi c'est énorme en fait. Ursula Le Guin, elle est anthropologue, elle est fille d'anthropologue, donc il y a ce gros côté aussi civilisation et tout ça qui joue, qui est énorme. Et donc en général, quand il y a de la mythologie qui vient s'inviter dans des romans qui sont pas forcément ciblés là-dessus, je kiffe. Eau douce commence et commence très fort et t'es de suite dedans. En fait c'est une petite fille qui naît au Nigeria et qui naît avec des esprits malins qui habitent en elle. Et en fait, en genre 2 pages, on t'explique, donc elle est née avec ses esprits malins, le portail mystique par lequel il est passé, en fait, ben, il s'est pas refermé, il est passé un truc bizarre, donc du coup ils sont piégés dans le corps du bébé et de la petite fille et tout ça, et de suite t'es dedans, et de suite t'es là, tu te dis waouh. Ça envoie du lourd de suite. Et en fait donc le livre va suivre cette personne, cette Ada,
Le livre est raconté de plusieurs points de vue, du point de vue des esprits malins au pluriel, qui ne parlent que d'une seule voix, d'un des esprits malins qui va se détacher au bout d'un moment de la vie de femme de Ada. Et donc de temps en temps on va avoir vraiment le point de vue de elle, de la fille, Ada. Et c'est énorme. C'est énorme. Et c'est très très bien écrit, c'est court comme livre, hein, c'est pas gros, mais ça bombarde. Hein. Ça envoie du lourd et c'est vraiment magnifiquement écrit, on est de suite dedans. C'est de suite. Ravelry, un livre que tu as lu sur une recommandation. Ben, je vais vous parler le livre que je suis en train de lire en ce moment, qui est un livre que je lis sur recommandation. Il ne me reste pas beaucoup, il me reste une cinquantaine de pages. C'est Isabelle Allende, La maison aux esprits. En fait c'est sud-américain, donc le titre en anglais, bah, tout a été traduit. C'est ça, c'est La maison aux esprits dans tous les langages du monde. C'est ma copine Sol, qui est du Chili, d'ailleurs, en parlant de ça, qui m'a recommandé ce livre. Et oui, et c'est vraiment très très bien, je suis vraiment très très contente. La maison aux esprits retrace l'histoire d'une famille sur 3 générations, une famille qui habite dans un pays d'Amérique du Sud qui n'est pas nommé, c'est aucun pays, mais c'est tous les pays à la fois d'Amérique du Sud. Donc au cours de ces 3 générations, on passe par les 2 guerres mondiales de l'Occident, et vu que c'est du point de vue Amérique latine, c'est vachement intéressant, des conflits de classe, à l'arrivée des coups d'état et des dictatures et des gouvernements militaires totalitariens, voilà, tout ça, c'est un peu en fond de l'histoire des pays d'Amérique du Sud qu'on connaît un peu et qu'on connaît très mal au final, je pense. Et le tout sous un fond de ce qu'ils appellent le réalisme magique, je crois. Donc en fait, oui, c'est très réaliste, mais de temps en temps, tu vas avoir en fait une des personnes qu'on suit vraiment, un personnage de Clara. Quand le livre commence, elle est toute petite. Et en fait, on va la suivre toute sa vie. Hein. C'est la première génération. Oui, c'est ça. La première génération des 3 générations qu'on suit. Elle est pas folle. Je fais un signe de folle, mais elle est pas folle. Elle parle aux esprits, elle a des prémonitions, elle fait bouger les tables et la salière avec son esprit, télékinésie, enfin bref, un peu du surnaturel et de l'ésotérisme qui vient un peu pimenter cette histoire, mais de manière... Alors c'est assez incroyable aussi, là, encore une fois super bien écrit, dans la mesure où... les faits sont relatés quand même très bien et on va nous jeter ces petites fantaisies comme ça, mais enfin tu vois, ça fait pas tâche, ça fait pas tâche du tout. C'est un sacré pavé, mais franchement il se lit très très bien. Ouais, on me l'a recommandé, je vous le recommande, La maison aux esprits. Oui, il y a une maison avec des esprits dedans, oui. Next, Stash, un livre dans ta pile à lire. Et là, je pense que là, j'en ai... J'essaie de ne pas avoir de pile à lire. J'aime bien acheter au fur et à mesure de mes envies. Là, j'en ai quand même un petit peu. Des livres en avance. Donc, je vais vous montrer celui que je vais lire là. Ma lecture d'hiver, le petit monde dans lequel je vais me plonger. Oui, Dumas, Le Comte de Monte Cristo, les 2 tomes. Alors pour la petite histoire
de la logique des librairies en France. Je suis allée donc dans cette grande librairie, chaîne, bâtiment bleu, où on trouve des livres et des choses de loisirs créatifs, vous voyez ce que je veux dire, pour les Français du moins. Et en fait, oui, donc le Comte de Monte Cristo, il y avait le tome 1, donc en livre de poche, voilà, et le tome 2 dans une édition complètement différente, qui fait que là, mon tome 1 s'arrêtait au chapitre 54, le tome 2 de l'autre édition reprenait au chapitre 56. Voilà, très bien. Bon, je l'ai quand même acheté, je me suis dit, ouais, ça va, je vais trouver facilement, livre de poche, tome 2, youpi. Une galère, non mais un truc de malade, quoi. Hallucinant. C'était cet été aussi le fait que je pense qu'il y avait les confinements, tout ça, et enfin c'était pas facile. Bref, et au final, un éclair de génie, il y a 2 mois, par là, de me dire que peut-être, dans ce pays qui est la Grande-Bretagne, il y aurait peut-être une librairie française, comme en France on a les librairies anglo-saxonnes, où on trouve des livres en anglais, oui, voilà. Ça fait donc 16 ans que j'habite en Grande-Bretagne, ça m'est venu juste maintenant. Et du coup, oui, youpi, j'ai trouvé le tome 2 à la librairie La Page à Londres, que je me suis fait commander, youpi, c'est super. Ah. Donc oui, je pense que je vais attaquer ça après la Maison aux Esprits, un petit Conte de Monte Cristo, on verra. Il se peut que je fasse une coupure avec des petits livres légers entre temps. Stephen West, un livre complètement barré. L'écume des jours de Boris Vian, pour moi c'est complètement barré, Boris Vian. L'écume des jours, donc je pense que la plupart des gens vont connaître l'histoire donc de ce Colin qui tombe amoureux de Chloé, et Chloé tombe malade, elle a un nénuphar qui lui pousse dans le poumon. Voilà. Donc oui, complètement barré pour moi, c'est parce que j'adore l'écriture de Boris Vian, surtout dans celui-là. Après c'est faudrait que c'est un des auteurs, il faudrait que j'en lise plus, hein, c'est tellement complet. Donc l'écume des jours, c'est écrit tout en allégorie, métaphore et toutes les figures de style possibles et inimaginables de la langue française. Donc voilà, il y a une souris grise à moustache noire qui fait partie des personnages principaux et que j'adore. On adore la petite souris et des inventions folles comme les pianos cocktails, rien que le fait que la maladie de Chloé et les remèdes aussi, enfin voilà, c'est un monde complètement onirique, fantaisiste, et bien sûr, bon, après l'histoire en elle-même très émouvante et très très belle. Ouais. Tournons la page. On est presque fini. 18. Torsade, un livre plein de détours et rebondissements. Ben là encore, c'est un livre ou une série qu'on m'a recommandé. C'est la série Amelia Peabody de Elizabeth Peters. Moi j'ai que les 2 premiers tomes, Crocodile sur un banc de sable et La malédiction des pharaons. C'est ma copine Alice qui m'avait recommandé ça parce que ben, j'allais partir en Égypte tout simplement. Voilà. On avait discuté, elle était déjà allée, machin, puis on parlait, elle m'a dit, ah, mais oui, mais lis ça, ça se passe en Égypte, c'est génial. Et oui, c'est du roman d'aventure, mystère, en fait, si vous voulez, pour vous donner un peu l'ambiance du machin,
Vous prenez les films de la momie, ceux des années 90, début des années 2000 avec Brendan Fraser. Voilà, prenez cela. Vous mélangez ça avec Scooby-Doo, le dessin animé avec le chien, avec ses mystères et voilà, tout à fait. Voilà, ça. Mélangez aux deux, ça me donne ça. Donc oui, bien sûr, complètement folle, les personnages sont très hauts en couleur, il se passe 1 milliard de trucs, les enquêtes, l'ambiance. Alors ça se passe en Égypte, mais à l'époque, genre début du XXe siècle, à l'époque où c'était la grande époque de l'égyptologie et des fouilles archéologiques et tout ça. D'ailleurs, très drôle, alors j'avais lu le premier tome avant de partir en Égypte. J'avais pris le 2e tome pour lire en Égypte. C'est très drôle d'ailleurs parce que je me suis retrouvée à lire ce bouquin qui se passe dans la vallée des rois. Dans la vallée des rois. J'y étais. Du coup, je visualisais très bien les chemins des tombes. Les tombeaux, c'était assez drôle. Et ouais, franchement, super sympa, grand divertissement, pas prise de tête, il se passe plein de trucs. Ouais, bon roman d'aventure. Et voilà. Zéro cerveau, comme son nom l'indique, oui, on aurait pu rester sur Elizabeth Peters, hein, c'est du zéro cerveau. Je vais quand même mentionner un autre zéro cerveau que j'aime beaucoup, Nick Hornby, Haute Fidélité. Un des premiers livres, je pense, que j'ai lu en anglais, anglais. Je pense d'ailleurs qu'il doit venir d'une librairie anglaise à Nice à l'époque. Haute Fidélité de Nick Hornby, qui se passe, en fait c'est l'histoire d'un mec qui tient une boutique de disques, donc un disquaire à Londres, qui vient de se faire larguer. Et en fait, dans son magasin de disques, avec les habitués ou ses collègues, les gens qui y travaillent, ils aiment bien faire des top 5 de chansons ou d'albums ou d'artistes, enfin voilà, selon des thèmes. Et en fait, il va faire un top 5 de ses ruptures. Alors, bien sûr, dit comme ça, alors c'est léger, mais il y a quand même un peu de la réflexion de lui sur soi-même, de ce mec, et pourquoi il m'arrive tout ça, un peu mélancolie, tout ça. Mais voilà, donc c'est léger, c'est drôle, c'est voilà. Et puis pour ceux qui aiment la musique, toujours Haute Fidélité, je pense que c'est un grand classique. Avec tous les top 5, parce que forcément il y a les top 5 musiques, hein, il y a des références par Trouzen. Question bonus, ton livre de tricot préféré? Alors je suis pas très livre tricot, mais j'en ai quand même quelques-uns, et du coup j'ai réussi à en trouver un qui est lié à la littérature en général. On m'avait offert, des amis de Suède m'avaient offert ce livre qui s'appelle Knitting for Nerds, le Knits for Nerds, donc tricot pour les... j'avais envie de dire les geeks. Bah non quoi, les geeks c'est les geeks, mais bon en français nerds c'est les... voilà, ça se traduit pas les nerds quoi, c'est... Et donc oui, c'est 30 projets qui sont inspirés par le monde de la science-fiction, du fantastique, des comics et des mangas. Donc oui, comme vous voyez sur la couverture, alors on va déjà, voilà, il y a des pieds de hobbit à tricoter, voilà. Il y a il y a des trucs un peu Harry Potter, il y a des niveaux références plus télé, cinéma. Ça y est, j'ai trouvé ce que je cherchais. Il y a du Firefly, il y a du Doctor Who, il y a des choses, il y a du Star Wars, voilà. Ok. Mais il y a aussi, et c'est là que je vais vous lancer une petite référence bonus. Il y a aussi des tricots qui font référence à Neil Gaiman.
le bouquin de Neil Gaiman, notamment Anansi Boys. Voilà, donc on a un chapeau qui se retrouve feutré, le chapeau de Monsieur Nancy avec les gants jaunes, ils sont jaunes dans le livre, hein, de Monsieur Nancy. Neil Gaiman, auteur, enfin j'espère que Neil Gaiman est un peu connu en France, chez les francophones, parce que c'est juste trop bien, voilà. À la maison, il me reste un recueil de nouvelles, Smoke and Mirrors, qui est Fumée et Miroir, hein, je crois. Et après ça, retranscription de la mythologie nordique. J'en ai d'autres de livres, j'en ai lu d'autres. J'ai lu oh oui, j'en ai lu pas mal en fait. Notamment Anansi Boys, qui donc réfère les patrons tricot, et American Gods. Je pense que American Gods, tout le monde va connaître. Autant Anansi Boys que American Gods. American Gods, c'est assez explicite. Bizarrement, ils font référence un peu à la mythologie. Hein. Donc c'est marrant. J'aime bien. Voilà. Après, Neil Gaiman, connu aussi pour Stardust. Alors Neil Gaiman était beaucoup adapté au cinéma et à la télé. Donc Stardust, qui a été adapté au cinéma. Neverwhere, que je n'ai pas lu. Après, il y a Coraline, qui est plus dans le côté enfant. Il y a L'Océan au bout du chemin, qui est une nouvelle courte, qui est un des plus récents de ses livres, enfin bref. Donc voilà, et voilà, j'avais juste envie de... voilà, je m'étais dit en bouquin tricot, au final, voilà, ce bouquin, et ça m'a fait penser à d'autres, à Neil Gaiman, qui mérite d'être mentionné parce que c'est vraiment un auteur vraiment bien. Plus fantastique que science-fiction, attention, quand même, c'est très... ouais. Mais du coup, oui, en plus, les patrons réfèrent à Anansi Boys, donc à la limite, si... Ouais, qui est franchement sympa, Anansi Boys. Et American Gods, qu'on adore, j'adore. Je n'ai pas vu la série. Je ne veux pas voir la série. Je refuse de voir la série, tellement j'aime le livre que j'ai prêté, que je ne peux pas relire, à moins que je me le rachète, mais peut-être pas quand même, voilà. Et voilà, on va finir, j'en suis à pas loin d'une heure je pense, même un petit peu plus, pardon, voilà. Je vous retrouve bientôt pour d'autres aventures hugueux, plus loisirs créatifs. Je pense que, oui, je vous promets, il va y avoir du loisir créatif et du tricot prochainement. Mais ça me plaisait bien de faire ce tag tricot lecture. Et ben voilà, si vous avez des recommandations, vous aussi à me faire par rapport au livre que je vous ai présenté, ça vous a fait penser à un truc, ça me plairait, machin, tout ça, n'hésitez pas, je suis preneuse. Je vous dis au revoir, je vous dis à très très bientôt. Et ben voilà. Ciao ciao.